Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Le cycle Architecte Autrement propose un tour d'horizon des pratiques architecturales contemporaines post-diplôme à destination des étudiants de l'ENS à Marseille et des jeunes architectes diplômés et des plus âgés. Par le nombre et la qualité de ces intervenants, le cycle a pour but de montrer la diversité des métiers qu'il est possible d'embrasser à la fin des études et de susciter de nouvelles vocations. Chaque conférence est l'occasion pour deux invités ayant suivi et réussi le cursus d'une ENSA de raconter leur parcours professionnel. Ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Aline Burl et Timur Ersen. Ils aborderont des questions liées au choix de leur métier, aux difficultés rencontrées, à leur emploi du temps, au travail quotidien et surtout au plaisir d'exercer. Timur, c'est lors de ton diplôme collectif à l'ENSA Lyon que tu découvres Martin Rausch, artisan autrichien visionnaire. Son travail du pisé te fascine et remet en question de nombreux aspects du métier d'architecte. Son approche te convainc de te former non plus à la conception, mais à la construction, au travail des matériaux. Tu apprends la technique du pisé avec lui durant 8 mois sur le chantier de la Maison des Plans de Ricola, projet dessiné par Herzog et de Meuron. Tu alternes ensuite les expériences d'ouvrier et d'architecte en Allemagne, au Mexique, puis en Turquie. Tu reviens en France en 2016, puis tu crées l'année suivante l'atelier Cara, EURL d'artisanat spécialisé dans la construction neuve en pisé. Tu t'installes 1 an plus tard en tant qu'architecte libéral. Timur, je te passe la parole. Bonsoir à tous. Du coup, je m'appelle Timur Ersen, je suis architecte. J'ai été formé à l'école d'architecture de Lyon. Je suis sorti en 2012. J'ai voulu commencer, ça peut être un peu chaotique à la présentation, je vous présentais un peu aussi comme Aline juste chronologiquement ce que j'ai rencontré en gros depuis les 10 dernières années sur mon parcours d'archi et de maçon, parce que c'est la seule manière que j'arrive à raconter tout ça. Mais voilà, je voulais juste commencer par cette photo parce que elle me permet de questionner un peu aussi l'école d'archi qu'on a eue, que peut-être vous avez eu aussi. Ça, c'est une bâtisse en pisé. Je ne sais pas si vous connaissez le pisé. C'est une technique, on va dire, ancestrale de construction en terre. En gros, c'est on prend de la terre, on la met dans des coffrages et on la tasse par couches successives. Et ça a permis de faire des murs porteurs qui ont duré 100 ans, 200 ans, 500 ans, parfois plus. Celui-là, il a environ 200 ans. Et en fait, cette photo-là, c'est des bâtisses qu'il y avait autour de chez moi, là où j'ai grandi. Moi, j'ai grandi dans le Rhône-Alpes, vers Roanne. Et en fait, ces bâtisses-là, je les voyais depuis que je suis petit. Mais en fait, je les voyais pas vraiment. Je savais même pas. Enfin, je passais à côté. Ça me disait rien de spécial, quoi. Et pourtant, j'ai fait 5 ans, même après 5 ans d'archi. Donc, j'ai fait 5 ans d'études d'archi. J'ai pas fait des études de plombier. J'ai fait des études d'archi. Et je savais toujours pas ce que c'était ça, à côté de chez moi. Et j'ai fait des études à Lyon. Où à Lyon, il y a du pisé. C'est une technique traditionnelle à Lyon. Donc je me dis que c'est un truc bizarre quand même dans les écoles d'archi. C'est qu'en fait, moi, je sais pas vous maintenant comment c'est, mais à l'école d'archi, je sais pas, on parlait de Rem Koolhaas, de Herzog et de Meuron. J'ai l'impression d'avoir fait 5 ans d'histoire de l'architecture sur le passage on a vu les Grecs et ensuite on a vu Le Corbusier. Le Corbusier, c'est l'histoire de l'architecture, quoi. Et en gros, ça parle pas de ça en fait. Et sauf que ça, c'est quand même incroyable. Ça remplit toutes les fonctions qu'il faut. Il y a des fondations. Il n'y avait pas Lafarge à l'époque. Il y a des fondations. Il y a un mur porteur. Il y a une charpente. Ça tient depuis 100, 200 ans. Et il n'y a eu ni ciment, ni ferraille, ni bureau d'études structure, ni tout ça. Et ça tient. Et c'est quand même assez impressionnant. Et c'était juste un petit clin d'œil comme ça sur la formation. Aussi pour peut-être qu'on se re-questionne tous sur des choses des fois un peu simples en fait. Aline, elle parlait souvent de bois, d'ossature bois, de terre, paille. En fait, on peut réfléchir pendant avec un million de questions. On est sur la planète Terre où il y a 3 matériaux avec peu de transformations qui nous permettent de construire depuis très longtemps, du bois, de la terre, de la pierre. Avec ça, on peut faire des structures porteuses. Et en fait, on peut dépenser des milliards d'euros dans de la recherche et développement, on ne changera pas la planète sur laquelle on est, il y a ces 3 matériaux-là, et il suffit de très peu de transformations pour les utiliser. Et après, vous allez voir, moi je me suis focalisé sur cette technique-là, le pisé en tant que maçon, et en tant qu'archi, pas que du pisé, quoi, sur les autres techniques aussi, mais en fait, en tant qu'archi, j'essaye de concevoir avec ces 3 matériaux-là. Parce que je sais que si je ne conçois pas une structure porteuse avec ces matériaux-là, il faut en plus d'énergie
pour développer d'autres techniques, de l'acier, du ciment, il va falloir plus d'énergie. Et donc j'essaie de me dire, ok, s'il faut plus d'énergie, pourquoi je dépense plus d'énergie? Est-ce que ça le mérite tant que ça? Est-ce qu'on est obligé? Donc voilà. Bref, c'était juste un petit clin d'œil. Et ça, ça aussi, c'est du pisé. C'est juste pour montrer aussi que voilà, d'autres cultures, on est sur la même planète, quoi. Ça, c'est en Chine. Ils construisaient aussi en pisé, en pierre et aussi en bois. Et donc ça, c'est des bâtiments qui font à peu près 10 mètres de haut et qui ont 500 ans et qui sont toujours là. Et ça, c'est un exemple un peu plus connu. Vous avez peut-être entendu parler de Shibam, c'est au Yémen. Et ça, c'est l'exemple en fait qui moi aussi m'a un peu marqué, que j'ai découvert à la fin de mes études d'archi, où en fait, grâce à un diplôme qu'on a fait à l'école de Lyon avec Grenoble, où on a conçu et construit une maison avec un groupe de 25 étudiants. Et en fait, comme c'était une maison très high-tech, c'était le Solar Decathlon, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était très high-tech, et que moi, ça ne me parlait pas trop tout ce qui était très ingénierie. Et du coup, je me suis mis sur le lot finition enduit terre et finition bois. Et en fait, j'ai découvert grâce à ça, j'ai fait une petite formation de 2 jours sur bâtir en terre. Je ne savais même pas qu'on pouvait bâtir en terre. Et en fait, j'ai eu une conférence qui m'a montré l'UPISé, qui m'a montré toutes les images là que je vous montre. Et je me suis dit, mais attends, comment on m'a caché ça, quoi? C'est incroyable. Et là, il y a 20 mètres de haut, toute une ville, elle est faite en terre. Enfin, c'est quand même, je trouve ça incroyable. Et ensuite, il y avait dans cette conférence aussi un exemple contemporain. Il y avait cette maison. Je ne sais pas si vous la connaissez. En gros, c'est la maison d'un artisan qui est autrichien, qui s'appelle Martin Rauch. Et en fait, quand j'ai vu cette maison-là, je suis tombé un peu amoureux parce que j'avais sûrement encore dans ma tête tous les stéréotypes qu'on m'avait enseignés, la toiture plate, les volumes très suisses. Mais par contre, on m'a dit qu'elle était toute en terre. Et je me suis dit, oh là, il y a tout qui est combiné en fait. Je la trouve magnifique, elle est super sobre, elle est faite en terre. Il faut absolument que je le contacte. Et du coup, à la fin de l'école d'archi, j'étais aussi un peu perdu. Est-ce que je vais travailler en agence, pas en agence? Les études d'archi, elles sont passionnantes, mais à la fin, j'ai l'impression qu'on est un peu tous perdus par rapport, à l'écart qu'il y a entre le monde du travail et le monde de l'école d'archi. Et en fait, du coup, moi, je l'ai contacté. J'ai eu beaucoup de chance. Il cherchait quelqu'un à ce moment-là. Donc, j'ai pu travailler chez lui en tant qu'ouvrier. Je savais même pas vraiment qu'il était artisan, en fait. Je pensais qu'il était archi. Et l'entretien d'embauche, en fait, il m'a dit d'apporter des chaussures de chantier et un pantalon de chantier. Du coup, j'étais là, ok. Et en fait, j'ai fait une journée dans l'équipe. Ils étaient en train de construire le bâtiment que je vous montrais après. Et en fait, c'est un monde que je découvrais, le monde de la maçonnerie. Alors moi, dans ma famille, ils sont plus maçons. Donc en fait, ça me parlait quand même aussi. Du coup, je me suis dit, ok, c'est mon premier boulot, je vais voir, ça a l'air passionnant, je vais apprendre une technique en particulier et peut-être que ça donnera des choses. Donc, je vous montre juste vite fait cette maison-là, voilà, pourquoi ça m'a amené là-bas, c'est que cette maison, en fait, en plus, moi, je la trouvais belle, même si elle avait été en autre chose, à cette époque-là, je l'aurais trouvée belle, quoi. Mais en fait, en me renseignant dessus, on voit que toute cette maison, en fait, elle a été construite avec la terre du décaissement. Et en fait, il y a une beauté qui n'est pas que dans les lignes. C'est une beauté, en fait, juste logique. On prend de la terre et elle permet, avec une technique de la tasser dans des banches, d'élever des murs et de porter une toiture et de faire une maison qui correspond au confort actuel, parce que celle que je vous montrais au tout début, c'était un corps de ferme. Il faudrait quand même l'aménager pour qu'on y soit bien dedans. Mais en fait, on peut être bien dans une maison en terre, quoi. Donc voilà, ça c'est la maison. Après voilà, c'est ce que je disais sur les stéréotypes esthétiques. Moi, cette maison-là qui m'a fait un déclic, je l'ai montré à ma mère. Elle a fait, mais c'est quoi ce bunker? Je fais, ok, là il y a déjà une différence. L'école d'archi, elle crée une grosse différence entre nous et les autres. Mais voilà, bref. Et après, par exemple, ça c'est le sous-sol de cette maison. On voit au fond, il a fait une ouverture sur la terre qui a permis de construire les murs qui sont autour. Et en fait, cette photo-là, j'aurais bien voulu qu'on me montre ce genre de photos, en plus de celles de Herzog de Meuron ou de Rem Koolhaas, qui ont plein de choses à dire. Mais en fait, j'ai l'impression maintenant que les enjeux auxquels on fait face,
en fait, ils sont quand même beaucoup plus importants que les questions conceptuelles auxquelles tous ces architectes ont répondu avec sûrement beaucoup de génie, mais en fait j'ai l'impression qu'ils répondent à des questions qui, enfin moi ça me parle pas du tout. On n'en est plus là, quoi. Ça fait 50 ans qu'on sait ce qu'il faut faire, enfin ce qu'il faut pas faire en tout cas, et du coup faut qu'on s'y mette, et si on s'y met, autant le faire, autant voir qu'en fait on peut le faire aussi en faisant des beaux espaces, quoi. Donc ça c'est par exemple la cage d'escalier qu'ils ont fait dans cette maison. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que moi j'ai travaillé, donc je suis arrivé sur ce chantier-là, donc j'étais ouvrier, apprenti finalement, parce que je connaissais rien. Donc c'est un bâtiment de Herzog et de Meuron, mais on les a pas vus sur le chantier parce que c'est une agence énorme, ouais, bref, ce chantier en gros c'est pour Ricola, donc vous connaissez tous les bonbons. Ils avaient besoin d'un entrepôt pour faire sécher les plantes qu'ils mettent dans leurs bonbons. Et les archis ont décidé en gros de réaliser une enveloppe en pisé, parce que le pisé en fait permet aussi des choses que certains matériaux peuvent pas. Enfin, ça respire, ça permet aussi de garder le bâtiment au frais l'été, et donc il y avait aussi une logique dans le programme. Et en fait, cette photo-là, c'est la photo d'excavation, parce que c'était un gros bâtiment qui faisait, je sais plus, peut-être 3000 mètres carrés ou quelque chose comme ça. Et le premier geste de l'architecture, quand même, de bâtir, c'est de détruire quelque chose, quoi. On arrive à un endroit, il faut creuser, on détruit un environnement qui était assez harmonieux. Mais l'avantage de construire en terre, c'est que qu'est-ce qu'on fait de cette excavation ? D'habitude, c'est un déchet. Là, on peut peut-être voir si on peut pas l'utiliser. Et donc là, en fait, dans cette terre, on a réussi à composer 50% du mélange des murs fait à base de la terre d'excavation. Donc c'est la terre qu'on voit en jaune. Et par contre, elle n'était pas directement bonne pour faire du pisé. Il fallait l'adapter, il fallait la remélanger il manquait de l'argile et il manquait des cailloux. Du coup, dans les carrières du coin, souvent dans un cercle assez proche, on trouve toujours de l'argile et des cailloux. Enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. Il y a soit de la terre, soit de la pierre, soit du bois, il y en a à peu près partout. Du coup, voilà. Donc là, c'est Martin Rauch qui est sur la gauche. Ouais. Et on était en fait, donc l'échelle du projet pour lui c'était aussi un gros projet. Lui ça faisait déjà depuis les années 80 qu'il construisait en pisé, alors que sûrement personne devait y croire à ce moment-là. Maintenant on parle de pisé là-dedans, dont vous êtes, je sais pas, que vous êtes 100 ce soir, je suis sûr qu'il y en a peut-être au moins la moitié qui en ont déjà entendu parler, alors que je pense que dans les années 80 il devait être vraiment vraiment seul. Mais du coup, il a fait plein de petits projets de plus en plus gros. Et là, celui-là, c'était quasiment son plus gros projet. Et aussi, il a cette vision d'essayer de réfléchir avec les outils contemporains qu'on a. Parce qu'en fait, le pisé à l'époque, on le faisait avec 4 planches, la terre, on tassait à la main. Et en fait, maintenant, pour refaire du pisé maintenant, on peut difficilement le refaire comme ça pour plein de raisons. C'est pas que c'est pas souhaitable, c'est qu'en fait, c'est presque pas viable économiquement, parce qu'en fait ça demanderait que de la main d'œuvre, ce qui est plutôt souhaitable, mais en fait après ce serait inabordable au niveau du prix. Et donc là en fait c'est un peu un mix des deux. Ça demande quand même beaucoup plus de main d'œuvre que du béton ou autre, ce qui est super, mais lui il essaye de réfléchir aussi à mécaniser un peu plus. Donc là on était par exemple dans une halle de préfabrication. Il a inventé une sorte de processus de préfabrication du pisé, où on était dans une halle en hiver, parce que le pisé on peut pas le faire l'hiver normalement dehors, et donc ça nous a permis de travailler l'hiver, fabriquer des murs et les poser l'été. Et donc dans cette halle là on avait donc la terre, on recevait la terre, on la mélangeait dans une grosse bétonnière comme ça. Ensuite il a conçu un coffrage de 50 mètres de long, et il a conçu surtout une machine qui était sur rail au-dessus, qu'on remplissait au tractopelle. Et en fait cette machine on la conduisait et elle remplissait la terre par couches successives. Donc dans ce coffrage-là, on mettait, disons, 15 cm de terre, et ensuite on le tassait, et ça devient à peu près 10 cm, ou on passait de 16 à 10, on va dire, et ainsi de suite, quasiment comme une imprimante 3D, quoi. Moi, à l'époque où j'y étais, c'était la première fois qu'il utilisait sa machine, du coup elle faisait que remplir la terre. Mais maintenant, elle remplit la terre, elle tasse la terre, elle met de l'isolant, elle coupe les murs, elle fait tout, quoi. Et nous, je crois que maintenant, nous on était 8,
on a réussi, comme c'était le début, au début on était 8, après on arrivait à aller à la même vitesse à 6 personnes, et maintenant je crois qu'ils sont 3 pour faire la même chose. Ce qui est, je sais pas si c'est souhaitable ou pas, mais c'est juste que voilà, c'est juste lui c'est son truc d'essayer aussi de réfléchir à comment inventer, à améliorer la machine, etc. Là, l'outil que Léo là il tient, c'est un fouloir pneumatique. Donc ça c'est moi, j'utilise ça. Moi, j'ai pas de machine de préfabrication. Je vais vous montrer ensuite mes projets qui sont beaucoup plus modestes que ça. Mais moi, j'utilise cette machine-là. Donc, au lieu de tasser à la main, je tasse avec ça, qui en fait, c'est pas du tout fait pour le pisé à la base. Je sais toujours pas qui a eu l'idée géniale d'ailleurs d'utiliser ça dans le pisé. Mais ça, c'est des outils qui sont utilisés dans la fonderie où ils font des moules en sable. Ils tassent le sable avec. Et en fait, ça va super bien pour la terre. C'est des outils pneumatiques. En gros, c'est un marteau-piqueur, quoi. Donc voilà. Ensuite, nous, on faisait une fois qu'on avait fait 50 mètres de mur, on ouvrait le coffrage, on prenait les murs, on les posait sur des wagons et on poussait ces wagons dans la deuxième halle où là, ils étaient stockés juste pour sécher. Donc vous voyez un peu les lignes horizontales qui font à peu près 10 cm. Et en fait, ces lignes-là, elles viennent, c'est pas des lignes pour faire joli. C'est des lignes parce qu'en fait, c'est le processus de fabrication qui veut que la terre, elle ait ces lignes-là. Des vieux bâtiments en pisé, vous allez aussi voir des lignes, peut-être moins parce qu'elles ont pris la pluie, mais vous allez aussi voir ce processus-là. Et les lignes blanches, celles-là, c'est... donc Martin Rauer, il appelle ça des lignes d'érosion pour contrôler l'érosion. Parce que vous imaginez bien, ça, c'est que de la terre. Hein. Donc, il n'y a pas de ciment, pas de chaux. Donc ça veut dire que voilà, la terre, tu la mets dans l'eau, ça redevient de la boue. Mais par contre, on peut quand même faire des murs qui prennent la pluie. Ça, c'est une sorte de paradoxe qui est pas naturel a priori comme ça, mais en fait, c'est plein de phénomènes dus à l'argile, dus à la structure des cailloux, du fait que ce soit dense, dû au fait qu'aussi, avant que Le Corbusier et toute l'équipe passent par là, on faisait des toitures avec un débordé de toiture, quoi. Donc les murs étaient protégés. Et donc là, ces lignes-là, en fait, elles sont à la chaux, les lignes grises. Elles font pas toute la largeur du mur, c'est juste 10 cm environ. Elles permettent juste de ralentir la pluie. Donc la pluie tape la façade, elle coule le long. Et en fait, si elle va vite, elle a plus de chances de gratter les cailloux et de détériorer le mur plus vite. Et en gros, cette ligne-là qui va pas s'éroder alors que la terre va un peu s'éroder, elle va faire que l'eau ralentit le long de la façade. Donc ça permet juste de prolonger la durée de vie de la façade ou espacer les temps de maintenance, quoi, on va dire. Et en fait, on le retrouve, ces lignes-là, dans des murs traditionnels dans le Rhône-Alpes. Et pour info, la bâtisse que je vous ai montrée dans le Rhône-Alpes, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais en gros, dans le Rhône-Alpes, Cratère en a recensé environ 1 million qui sont encore debout. Donc c'est pas un truc marginal, c'était notre culture, quoi, dans le Rhône-Alpes, de construire comme ça. Et c'était plutôt la culture des pauvres. Parce qu'en gros, dès qu'on avait un peu d'argent, on construisait en pierre. Et maintenant, c'est presque devenu l'inverse, quoi. Dès qu'on a un peu d'argent, on construit en terre, quoi. Mais bref, ça on pourra en discuter après. Donc ça, c'est la deuxième halle où on stockait les murs pour qu'ils sèchent. Et ensuite, on les emmenait sur chantier. Donc ils avaient tous un petit nom. Voilà, ça c'est le chantier. Donc là, la terre, elle n'est pas porteuse sur ce chantier. Je vous montrerai après des projets que moi j'ai fait où la terre est porteuse, mais c'est des projets beaucoup plus petits. Ça, c'était en 2013. Et en fait, là, ça va quand même assez vite. Enfin, bon, relativement, mais ça reste marginal. Mais il y a quand même de plus en plus de projets en pisé. Donc, c'est un peu moins inconnu. Mais là, c'était on va dire un squelette en béton et une enveloppe en terre. Mais là, finalement, je me dis, sur un bâtiment comme ça, il y a une certaine logique vu l'échelle, où en gros, moi, je le vois un peu comme des os et une peau. Et en fait, l'enveloppe d'un bâtiment, finalement, c'est un peu comme une peau, quoi. Il y a de la vie dedans, il se passe plein de choses. Et en fait, faut se dire que si on fait des bâtiments avec des enduits ciment, avec des parpaings et plein de produits hermétiques, c'est un peu comme si on vivait tous les jours avec un kawaii, quoi. Tu faisais du sport avec un kawaii. Et en fait, on se rend compte avec cette image-là que, effectivement, forcément, ça peut pas être très sain à long terme au niveau de l'humidité, de la moisissure et tout ça. Donc ça, c'est quand on levait les éléments et qu'on les posait. Pour info, un élément standard qu'on fabriquait, donc c'était celui qui est devant, là, il fait 1,30 m par 3,30 m par 45 d'épais, et il faisait environ 5 tonnes.
parce que la densité du pisé, elle est entre 1,8 et 2,2 tonnes par mètre cube. Donc voilà, donc ça c'était le bâtiment, et c'était pour moi c'était le premier bâtiment auquel je participais en pisé. C'était un truc énorme. Ça fait 120 mètres de long, 11 mètres de haut et 30 mètres de large. Et donc on voit que voilà, je fais un chantier en terre, c'est pas comme faire un chantier en béton. Ceux qui sont en béton là, ils peuvent dormir tranquille le soir quand il y a un orage. Nous, quand il y avait un orage, on était un peu en stress. Fallait bien couvrir les murs, faut bien protéger quoi. On voit les protections temporaires. Donc voilà les éléments. Vu l'intérieur. Donc ça c'est la texture à peu près du pisé. Donc souvent, enfin je sais pas vous ce que le mot terre veut dire. Moi je rencontre plein de gens tous les jours qui ont une définition différente. Mais en gros quand moi j'utilise le mot terre, c'est des agrégats, donc des cailloux de différentes tailles, des graviers, des sables, des limons. Tout ça c'est des grains. Et en fait il faut qu'ils soient collés par quelque chose. Et donc et le liant c'est de l'argile. Donc il y en a que pour eux terre ça veut dire argile, mais en fait la terre c'est l'argile plus les cailloux plus et finalement en fait on fait vraiment concrètement c'est un béton. En fait c'est jusqu'à la place du ciment c'est de l'argile quoi. Et le gros avantage de pas avoir de ciment, pas avoir de chaux, bah bon déjà il faut zéro énergie pour le produire, il est déjà là, et on le transforme pas, on le met juste en œuvre. Donc c'est à dire que ce mur là je le regratte, je le remouille, je le retasse, je le regratte, je le remouille, je le retasse, j'ai rien changé quoi au matériau. Et l'avantage qu'il a aussi, c'est que du coup, ça peut se réparer assez facilement. Donc là, les archis ne voulaient pas voir les joints des éléments. Et donc, en fait, il a suffi de remouiller les joints, reprendre la même terre et la tasser au marteau depuis l'extérieur. Et à la fin, on voit presque plus que c'était des éléments préfabriqués. On avait à peu près 700 éléments qu'on a posés les uns sur les autres. Voilà. Ensuite, j'ai appris aussi chez lui, parce que donc, cet artisan-là, Martin Raur, c'est un peu un fou. Il expérimente plein de trucs en terre. Et moi, j'ai découvert vraiment plein de possibilités avec lui, dont par exemple les sols en pisé. Il fait aussi des sols en terre battue, en gros. La terre battue, ça parle plus à tout le monde, quoi, un sol en terre battue. Mais on a plus une image de ça, un sol comme ça, dans une cave. Mais en fait, on peut aussi le faire un peu plus propre, le cirer et le faire dans des espaces chez vous, dans votre salon, par exemple. Donc là, c'était dans une crypte d'une église où il y avait les murs en pisé, le sol en pisé. Voilà. Et donc, moi, j'ai travaillé à peu près un peu moins d'un an chez cet artisan-là. Donc à la sortie de l'école d'archi, puis je suis allé travailler chez une Allemande aussi, Anna Heringer. Et en fait, tout ça m'a donné un peu envie d'essayer maintenant de le confronter à ok, je suis archi quand même, j'ai envie de faire des projets par moi-même, j'ai envie aussi d'essayer de faire du pisé sans l'artisan, essayer d'apprendre moi-même à faire du pisé. Et donc je suis parti 2 ans en Turquie. Pour expérimenter ça avec la naïve idée que j'allais pouvoir proposer du pisé et que j'allais construire plein de projets en pisé en Turquie. Du coup, je suis arrivé là-bas, j'ai commencé par un peu voyager, tester les terres aussi du coin en me disant est-ce que la terre là-bas, je peux en faire du pisé. Donc ça, c'est plein de petits échantillons que j'ai fait de plein d'endroits différents. Donc l'avantage aussi, c'est que on a la terre qu'on a quoi, donc elle est rouge des fois, elle est grise, elle est blanche, elle est jaune, et ça aussi ça raconte quelque chose du coin quoi. C'est parce que aussi quand on voyage un petit peu, on se rend un petit peu compte aussi que je sais même pas si ça sert encore d'aller voyager quoi, parce que partout on construit en ossature béton, remplissage briques, ça ressemble tout est pareil, quel que soit le climat, et en fait je sais pas s'il y a une grande beauté aussi là-dedans au niveau culturel quoi. Donc là, j'étais en Turquie, j'arrivais, personne me connaissait, je voulais essayer de proposer du pisé, et du coup je me suis dit faut que je commence par convaincre quelqu'un qui me laisse faire un petit truc quoi quelque part. Donc il y a une archi qui m'a dit j'ai un jardin, fais une sculpture. Du coup j'ai fait ok, donc j'ai fait mon premier coffrage et toutes mes premières erreurs aussi, parce qu'en fait je me suis rendu compte en faisant moi-même
qu'en fait, moi, quand je suis arrivé chez Martin Rauch, le coffrage, il avait été réfléchi, la machine avait été réfléchie, la terre, elle était trouvée. En fait, je savais pas faire du pisé. J'ai fait du pisé pendant 1 an, mais l'essentiel, je l'avais pas encore appris, quoi. J'ai fait un coffrage, il s'ouvrait de partout. Voilà, bref, c'était la meilleure façon d'apprendre, quoi. Et ensuite, ça faisait quand même déjà bien quelques mois que j'étais en Turquie. J'ai fait une conférence comme ça où j'ai montré le projet de bricolage, j'ai montré des projets en pisé. On disait qui c'est qui veut construire en pisé, on peut faire plein de trucs de fou. Il y a plein de gens qui étaient motivés, mais personne m'a appelé après la conférence. Du coup, je me dis bon, comment je peux convaincre les gens, hein. Je me dis peut-être qu'il faut que je convainc les riches qu'il y en a un qui se fasse une maison, qu'elle soit publiée et qu'ensuite les autres désirent se faire aussi une maison en terre. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire des œuvres d'art en terre, je vais les mettre dans la galerie la plus stylée d'Istanbul, et il y a quelqu'un qui va dire, ouais, je veux faire ma maison avec. Donc j'ai commencé à faire des sortes de petits tableaux en terre. Et après, je me suis dit, en vrai, je me sentais un peu comme un escroc parce que je suis pas du tout artiste. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être pas les exposer. Donc, en fait, ils sont dans une cave là en Turquie, je sais pas où. Et après, sur la route, dans les 6 premiers mois, on va dire, j'ai quand même rencontré pas mal de jeunes, d'étudiants en archi ou de profs d'école d'archi qui étaient un peu intrigués par ça. Et je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion de passer à l'échelle d'après, de faire un mur. Parce qu'une sculpture, là, il n'y a pas trop de conséquences, quoi. Donc, j'ai organisé 4 workshops avec des étudiants d'Istanbul, d'ailleurs en Turquie et d'Europe. Donc ça, c'en est un sur une île en Turquie où ça permettait à chaque fois, moi je m'en servais aussi pour tester des trucs, donc des formes, des ouvertures dans le pisé, des choses en biais, des fondations en cyclopéen ici, des systèmes de couverture, tester des terres différentes. Ça, c'est sur une île qui s'appelle l'île de Marmara, en Turquie. Et en fait, elle s'appelle Marmara parce que ça veut dire marbre. Il y a des carrés en marbre depuis des millénaires là-bas. Et en fait, là-bas, le marbre qui, chez nous, est du luxe, en fait, là-bas, il y en a partout, il le coule dans du béton. Du coup, on s'est dit, les lignes d'érosion à la chaux, on va les faire en marbre. Donc, on a inséré du marbre dans le pisé. Enfin, bref, c'était juste pour tester. Ça, c'est un ami de mon père qui habite en Turquie qui nous trouvait un peu mignons, les archis, à vouloir faire de la terre et tout. Donc il nous a dit, faites un truc dans mon jardin. Du coup, moi, ça, c'était mon premier workshop. Et en fait, c'était l'occasion, parce que c'est assez stressant d'organiser un premier petit chantier quand on n'est pas complètement sûr de soi. Du coup, je me dis, le premier workshop, je vais inviter mes potes de l'école d'archi. Comme ça, si c'est raté, au moins, ils m'en voudront pas trop. Et donc là, on a pendant une semaine, je leur ai dit ce sera workshop vacances, bon c'était quasiment que du workshop, on a fait un four à pain en 6 jours qui fait 3 mètres de haut, 4 mètres de long, on bossait à peu près 10 heures par jour sur le chantier. Donc, voilà. Et donc voilà, ça aussi c'était l'occasion, là on était un peu ambitieux, on a fait un four à pain, donc fallait faire un dôme, fallait qu'il résiste à quand on tasse dessus, etc. Donc voilà, le four à pain. Et voilà, ça, je vous ai pas mis les projets ensuite que j'ai fait de la dernière année où au bout d'1 an, j'ai enfin eu un premier client qui m'a fait confiance, mais voilà, j'ai bossé 6 mois sur un projet qui finalement s'est pas fait. Et du coup, je me suis dit bon, je crois que j'ai un peu tout donné, je vais rentrer en France. Surtout que on va dire qu'en Turquie, je dépensais beaucoup d'énergie à essayer de convaincre en disant il faut plus construire en béton, il faut plus mettre des clims, il faut construire en terre. Et ils étaient là, mais c'est nos grands-parents qui construisaient en terre, nous on veut du béton, on veut des clims. J'étais là, bon, ça marchait pas trop et moi je perdais beaucoup d'énergie. Et du coup, en fait, je me rendais pas trop compte que en discutant, en essayant de convaincre des gens qui voulaient pas de terre, en fait, en parallèle, en France, il y avait Terra 2016. C'était un des plus premiers très grands congrès internationaux sur la construction en terre, avec le premier prix d'architecture en terre. Et je me dis, moi je parle dans le vent depuis 2 ans, alors que dans mon propre pays, ça a l'air d'être normal en fait de parler de construction en terre. Et du coup, je suis rentré fin 2016 en France, 2017. Et puis là, je me suis dit, j'ai essayé de
d'expérimenter des choses dans mon coin et en voir si ça parle à quelqu'un, quoi. Donc j'ai fait des petits échantillons de sol en terre, de murs en terre, et j'ai eu mon premier chantier comme ça. J'avais pas particulièrement prévu d'être artisan pisé, mais on m'a demandé de le faire. Du coup, j'ai fait mon premier sol en terre. Et en fait, d'avoir une petite voiture, des outils, j'ai trouvé ça vraiment plaisant. Et petit à petit, en fait, je suis devenu artisan parce qu'on me demandait de le faire. Et en fait, ça m'a plu. Et on va dire, je laissé de côté un peu l'architecture pour être maçon. Là, depuis, on est en quoi, là, 2023, ça fait 6 ans que je suis à mon compte en tant que maçon piseur, où j'ai créé du coup l'atelier Cara. Je suis quand même depuis 5 ans inscrit à l'ordre, parce que je me suis dit, on ne sait jamais s'il y a des projets. Donc voilà. Et j'ai un projet cette année, ça y est. Du coup, voilà, ça fait 5 ans que je fais de la maçonnerie, quoi, en gros. Donc voilà, le premier sol. Et là, ce sol-là, j'avais appris aussi chez cet artisan autrichien qu'on pouvait poncer la terre, quoi. Et en la ponçant, en fait, ça fait apparaître tous les cailloux qu'il y a dedans, comme le terrazzo, comme un terrazzo. Donc ça, c'est une sorte de terrazzo en terre, quoi. Donc voilà, on voit tous les cailloux. Et ensuite, on le cire. Parce que vous imaginez bien que voilà, si on laisse de la terre, tu fais tomber de l'eau, bah, ça devient de la boue. Donc on le cire avec de la cire de carnauba ou de l'huile de lin. Et là, tu peux laver ton sol à la serpillière, tranquille. Par contre, s'il y en a qui me contactent après la conf pour faire des sols empilés dans les bâtiments publics, c'est non. Donc ensuite j'ai eu pas mal de chance en fait, parce que j'ai l'impression de m'être un petit peu improvisé artisan en apprenant sur le tas avec voilà, l'expérience chez Martin Rauer, l'expérience en Turquie, toutes les erreurs que j'ai fait en Turquie, c'est-à-dire sur les petites échelles. Mais en fait j'ai profité de faire des workshops, des sculptures, des choses qui n'ont pas de conséquences pour expérimenter des choses, faire des erreurs. Parce qu'en fait, du moment où par contre tu as une commande de mur porteur en terre, où tu as des gens qui vont être dessous, c'est pas pareil, quoi. Et là, j'ai eu une première commande publique où on a dû faire quand même 120 mètres carrés de murs pisés porteurs. Et c'était en participatif avec des étudiants de l'école d'archi de Grenoble. Donc c'était assez intéressant. En gros, c'est des profs, c'est Marie et Kis Zawistovski, qui en fait ont décidé que pendant 1 an de studio, en Master 1, les élèves ils vont pas faire chacun leur petit projet dans leur coin, ils vont faire un projet commun avec une municipalité et ils vont faire l'appel d'offres des entreprises et ils vont être la main d'œuvre dans chaque entreprise pour voir les lots. Et en fait, ils ont une chance incroyable, quoi. Nous, on a eu un peu cette chance-là dans notre diplôme pour le Solar Décathlon. Parce qu'on a participé, construit nous-mêmes un peu ce qu'on faisait, ce qu'on avait dessiné. Mais là, eux, c'est vraiment dans un vrai contexte, quoi. Donc voilà, et moi j'étais l'entreprise Pisé, donc j'étais seul sachant sur le Pisé et j'avais environ une vingtaine d'étudiants comme main d'œuvre et qui m'ont aussi accompagné pendant la phase de recherche de terre, de caractérisation. Parce que voilà, la construction en terre, c'est aussi sérieux que les autres constructions, quoi. On fait des tests, on les envoie en laboratoire, ça doit être porteur. Donc on a fait des différentes recherches, mais en fait le projet se situait sur la commune de Four, qui en fait, en allant là-bas, je me suis rendu compte que toutes les maisons étaient en pisé en fait dans ce village. Donc j'étais assez confiant pour trouver la terre et que quand on trouverait la terre, j'aurais pas trop peur de sa réaction à l'érosion parce que je voyais des murs qui avaient 100, 200 ans qui prenaient la pluie depuis 200 ans, donc j'avais pas trop peur sur cette terre-là, sur la qualité de la terre. Et en résistance en compression, en principe, de toute façon, la terre, n'importe quel pisé peut largement suffire pour des R+1 porteurs, quoi. Et ensuite, R+2, R+3, c'est possible aussi, mais il faut juste un peu plus pousser peut-être les essais. Ah oui, pour info, des fois j'ai l'impression que tout le monde que c'est logique, mais j'imagine que vous savez que la terre, c'est comme la pierre, ça travaille qu'en compression, enfin principalement que en compression. Donc quand on conçoit en terre, c'est que des murs sur lesquels il doit y avoir que de la compression. On fait pas de linteau en terre, on fait pas de franchissement, à part si on arrive à franchir qu'avec de la compression, c'est-à-dire avec des arcs ou des voûtes. Donc voilà, c'est juste pour... Et ensuite, là, sur ce chantier-là, pour moi, c'était aussi comment
ok, faire une sculpture, ça va, il y a 1 mètre cube de terre, 2 mètres cubes de terre, 8 mètres cubes, on arrive à brasser encore à la pelle, à la main. Mais là, il fallait trouver 110 mètres cubes de terre, que je les trouve en avance parce qu'il faut faire des tests, il faut que ce soit validé par des laboratoires, et il faut que 5 mois plus tard, quand le chantier commence, je sois sûr d'obtenir la même terre que j'avais pendant les tests. Et en bonne quantité, et que sur les 110 mètres cubes, ce soit la même qualité de terre. Du coup, c'était difficile de trouver un terrassement qui soit là au bon moment, etc. Donc en fait, je suis allé visiter les carrières alentours. C'est souvent ce que je fais en fait sur les projets. Par exemple, j'ai un projet à Paris, un projet celui à Arles, on va visiter les carrières aux alentours, on voit les ressources qu'il y a. Et là, en fait, c'était une carrière pour des graviers pour le béton, quoi. Et en fait, ils étaient en train de faire une découverte. Je sais pas si vous savez ce que c'est une découverte dans une carrière, c'est quand ils ont fini d'exploiter un endroit, ils commencent un nouvel endroit, donc ils découvrent la terre. Et en fait, dans cette région-là, à cet endroit-là, il y avait à peu près 1 mètre de terre qui n'était pas exploitable pour eux. Ça leur demandait trop d'argent de laver l'argile pour récupérer les cailloux. Du coup, cette terre-là, ils la mettent de côté, c'est un déchet, ils rebouchent la carrière avec, et en fait, c'était de la terre à piser parfaite, quoi. Donc, on leur a acheté ça. Et ils avaient tout l'équipement pour aussi la trier, parce que je leur ai fait tamiser à une certaine granulométrie. Ensuite, voilà, on s'est fait livrer toute la terre sur le chantier. Et comme on avait beaucoup de main-d'œuvre, on a fait quand même pas mal de choses aussi à la main, parce qu'on était quand même entre 15 et 20. Et c'est les étudiants qui ont construit leur propre mur, quoi, qu'ils ont dessiné eux-mêmes. Donc là, les fondations en béton armé. Donc ça, c'est un autre sujet, mais que je suis en train d'essayer de changer sur le projet que j'ai en tant qu'archi. Parce que voilà, souvent, ce qui est un peu paradoxal quand on construit en pisé ou en terre, c'est qu'on a des murs larges. Du coup, les fondations sont larges. Du coup, il y a beaucoup de béton dans les fondations. Alors qu'à la base, on construit en terre aussi pour éviter de construire en béton. Mais ouais, ça c'est d'autres combats. Donc voilà, la terre qu'on met à l'axe, qu'on met à bonne humidité. Donc en gros, la terre à piser, elle est pas coulée parce qu'elle est pas liquide. On la met un peu, souvent je dis un peu comme un crumble, quoi. C'est ni trop mouillé ni trop sec, et c'est juste pour que ça puisse se tenir quand on le tasse, quoi. Donc voilà, on se fait passer la terre, on la met sur 15 cm environ sur tout le long dans le coffrage, et on la tasse. Donc voilà, on tasse avec des fouloirs pneumatiques. Et puis après, il y a le décoffrage qui est à peu près le meilleur moment dans le pisé, parce qu'en fait, tu vois pas ce que tu fais. C'est toujours la surprise. En fait, à la fin, quand tu décoffres, c'est même si tu sais à peu près à quoi ça va ressembler, c'est quand même toujours le cadeau, quoi. Tu as fait beaucoup d'efforts physiques, et à la fin, tu ouvres, et ça fait vraiment souvent très plaisir. Et aussi, même si ça fait maintenant peut-être 10 ans que je fais du pisé, il y a toujours ce petit côté magique, en fait, où je me dis, on vient juste de tasser de la terre, en fait. On n'a rien fait d'autre. C'est comme quand on était sur la plage, on faisait un château de sable, sauf on est devenu un peu meilleur en château de sable. Donc finalement, c'est un château de sable, quoi. Donc voilà. Donc ce que je disais, voilà, ce mur-là, si on veut, voilà, dans 200 ans, on le casse, on le refait. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs de la matière, quoi. Par contre, le béton armé, lui, ce sera un déchet. Donc voilà, la charpente. J'avance. Donc ça, c'est un bâtiment public. Donc j'imagine que souvent, on se pose pas mal de questions, où j'entends souvent des archis qui sont un peu négatifs. Ouais, on peut plus construire en terre, de toute façon, il y a trop de freins, les bureaux d'études structure, et machin, les bureaux de contrôle. Bah en fait, on peut, hein. Il suffit d'avoir un bon bureau de contrôle et un bon bureau d'études structure, et ça le fait, quoi. Après, il y a plein de discussions. Vous verrez sur un des projets que j'ai fait à Paris, où voilà, il a fallu négocier pour certains trucs. Chacun tire un peu la couverture. Plus de béton armé, moins de béton armé, plus de béton armé. Mais à la fin, ça le fait, quoi. Et là, c'est en zone sismique, c'était 3, je crois. 2 ou 3, en tout cas. Donc, ils nous ont quand même demandé, je ne sais pas si vous avez aperçu ce détail. Je reviens juste. On voit des ferrailles là, qui sortent du pisé. En gros, comme c'était une zone sismique, les ingés voulaient qu'il y ait des tirants qui rejoignent la fondation au chaînage haut. Après,
Est-ce qu'il y en a besoin? Pas besoin. Moi, je suis pas qualifié pour ça, donc on leur fait confiance. C'est toujours des discussions super intéressantes avec les bureaux d'études structure. Je sais pas s'il y en a ici des ingé structure, mais des fois c'est des conversations un peu lunaires parce qu'on est dans un village où tout est en pisé, des R+2 en pisé. On lui dit pourquoi lui il a pas de ferraille, pourquoi moi en R rez-de-chaussée j'ai besoin de ferraille. En fait, c'est pas des exemples prenables pour eux parce que si jamais il y a un tremblement de terre, on sait pas si ça va s'écrouler, si jamais ça. L'assurance aussi dit vous ouvrirez pas au public tant que vous aurez pas respecté ça. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, mais il y a quand même de petites batailles à mener là-dedans pour que la filière elle se fasse sans trop de contre-exemples, on va dire. J'avance un petit peu. Voilà. Ça, j'ai hésité de l'enlever, mais je le mets quand même. Si jamais il y a des designers dans la salle. Des fois, j'ai des designers qui me contactent pour faire du mobilier en pisé. Alors, c'est pas du tout fait pour ça. Mais des fois, c'est marrant de le faire. Donc là, c'est pour un restaurant à Paris où, en fait, les clients et la designeuse voulaient... Le bar central voulait que ce soit en pisé. C'est au 3e étage des Galeries de Lafayette à Paris. Et du coup, c'était un peu un casse-tête pour moi de me dire comment je vais amener du pisé là-bas. Le pisé, c'est ça quoi, le pisé. Je vais pas faire ça aux Galeries Lafayette, quoi. Ça va être le bordel. Et puis c'est sur une dalle. Donc c'était aussi combien cette dalle-là résiste au mètre carré. C'est les premières questions que je pose à chaque fois. Si vous avez un jour un projet de mobilier en pisé, c'est la première question. Hein. Est-ce que le sol va pouvoir supporter ce poids-là? Parce que c'est quand même environ 2 tonnes au mètre cube. Du coup, je me suis dit, j'ai appris sur Ricola à préfabriquer du pisé. Je vais bien réussir à faire des petits bouts de préfabriqués. Donc là, je l'ai préfabriqué dans mon atelier dans la Drôme. Donc la designeuse... elle avait aussi ses réflexes de designer et d'architecte des fois de la pierre, t'es là, je préfère une pierre bleue, une pierre noire, une pierre la terre, quelle couleur elle voulait plusieurs couleurs, j'étais en fait on choisit pas la terre quoi. Moi j'ai autour de mon atelier je peux te dire que je connais 4 couleurs à peu près de terre différentes qui sont à moins de on va dire 50 km. C'est ces 4 couleurs là, tu dessines un truc avec ces 4 couleurs quoi. Et je le dis un peu en provoque comme ça souvent aux archis, mais parce que en fait, faut réapprendre à concevoir différemment. L'industrie, elle nous a aussi pas mal eu comme ça. En fait, t'as le choix, t'as un catalogue, t'es content, tu crois que t'as un choix en fait en tant qu'archi. Ouais, je peux choisir tout ça, mais en fait, c'est l'industrie qui a gagné quoi derrière. C'est pas toi, c'est pas l'architecture quoi. Bref. Donc voilà, elle m'envoyait ça et moi j'essaye aussi de lui dire je vais essayer de tendre vers ça. Elle me disait aligne cette couleur, cette couleur. Je vais essayer de tendre vers ça, mais c'est impossible que ça ressemble à ça parce que en fait déjà je vois pas ce que je fais et ensuite c'est pas une technique industrielle quoi. Donc ça c'est dans mon atelier dans la Drôme où on a fait un coffrage pareil là je lui ai laissé le choix aussi, c'était un choix peut-être je lui ai dit ça coûtera peut-être moins cher si je fais qu'un seul petit coffrage qui correspond à un élément que je vais préfabriquer et je décoffre, je recoffre, je refais cet élément. Par contre tu n'auras jamais les lignes du bar qui sont continues parce qu'elles vont jamais s'arrêter à la même hauteur. Donc soit tu me payes un peu plus et je fais tout le coffrage et ensuite je coupe les éléments et elle a choisi ça. Du coup donc là j'ai épisé tout le bar en fait et ensuite je l'ai disqué. Du coup je l'ai disqué en 10 éléments je crois de à peu près 1 mètre de long. Chaque élément ça devait faire 200 kilos je crois et en fait ça tenait juste sur deux palettes. Donc on a emmené 2 palettes à Paris, on les a montées au 3e étage et réassemblées. Donc voilà. L'avantage des lignes de couleur, c'est qu'on voit presque plus les joints verticaux, parce que notre œil il se focalise sur les lignes horizontales. Par exemple, là, il doit y en avoir un joint vertical. Mais moi, j'avais amené un seau de chaque terre, de chaque couleur, et je retapais de la terre rouge, de la terre blanche, de la terre rouge. Voilà. Là, je vais vous montrer 2 bâtiments publics à Paris.
que j'ai fait il y a pas l'été dernier, l'été d'avant, donc en porteur et en rez-de-chaussée. Donc ça c'était l'image du concours, donc l'atelier Senzu des architectes à Paris. C'est un petit bâtiment rond avec 6 murs identiques en pisé. Voilà, donc là le petit défi pour nous c'était de faire des coffrages ronds. C'était au début j'étais là, j'en voulais un peu aux archis en disant déjà on galère à faire des projets en pisé, à les sortir et tout. Et vous dessinez un truc rond, ça va être encore plus compliqué et tout, mais en fait c'était un plaisir de fabriquer le coffrage. Donc ça c'était, j'ai fabriqué juste un seul coffrage qu'on a répété 6 fois. Donc voilà, après il y a des défauts et des avantages, peut-être des qualités ou pas, je sais pas, d'être archi et artisan, c'est qu'en fait moi j'ai les réflexes de tout bosser à l'ordi. Vu que j'ai fait des études d'archi, on maîtrise quand même des logiciels et tout, donc j'ai tout dessiné à l'ordi. Le coffrage il était au millimètre. Et en fait, sauf que j'arrive sur place et le monde du gros œuvre, il est pas au millimètre. Et moi, je pose mes coffrages autour de la fondation, qui était censé être un cercle, mais c'était quasiment un carré. Et c'était un peu un moment de crise sur le chantier. Mais voilà, c'est qu'en fait, ce chantier-là, c'était en tout corps d'état, sauf le lot pisé. Donc, il y avait le lot tout corps d'état et l'eau pisé. Parce que j'avais dit aux archis, déjà je répondrai pas à votre projet s'il n'y a pas un lot pisé séparé, parce qu'en fait quand on est en sous-traitance, on bosse pour des entreprises qui connaissent rien à notre métier, qui en fait ont des logiques de rentabilité qui fait qu'ils vont nous mettre la pression et on va faire mal notre métier pour que eux gagnent toujours de l'argent. Et donc en fait, voilà, c'était une sorte de condition. Et en fait, nous on avait annoncé qu'on allait faire le pisé en tant de temps, on l'a fait en tant de temps, et l'entreprise là, le tout corps d'état. Et c'était genre galère sur galère à chaque lot, parce qu'en fait c'est le genre d'entreprise qui prend des sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants. À la fin, t'as un maçon qui a 3 euros, un clou et un marteau, et il est censé réussir à faire un cercle, quoi. Et en fait, c'était triste, quoi. C'est la réunion de crise qu'on a fait sur ce truc-là. Enfin, je sais pas si vous suivez des chantiers en tant qu'archi. Il y a des moments, enfin, là, c'était vraiment triste parce qu'il y avait le maçon. En gros, on l'engueulait d'avoir mal fait son travail. Mais en fait, moi j'ai essayé de lui dire, mais en fait c'est pas de ta faute, c'est que cette entreprise-là veut faire de l'argent sur ton dos, elle te donne 3 euros parce qu'elle en prend 10, et donc toi tu fais forcément mal ton travail parce que t'as 3 euros. Mais l'autre elle botte en touche, enfin l'entreprise, ils s'en foutent. Ils doivent avoir je sais pas combien, une centaine de milliers de trucs de je sais pas comment on dit, pénalités de retard qui paieront jamais. Mais voilà, bref, c'était un peu difficile comme contexte. Et maintenant, sur le projet, là, on pourra en parler peut-être après s'il y a des questions, mais là, j'ai pas d'image. Sur le projet où je suis archi, et je vais être aussi artisan pisé, mais je vais aussi faire les fondations. Parce que, en fait, des fois, ça donne envie de faire soi-même les fondations. Donc ça, c'est le coffrage qu'on a fait pour ce projet-là. Et en fait, à chaque projet, donc c'est aussi ce qu'il faut se dire. Voilà, vous voyez les projets que je vous montre que moi je fais, c'est quand même pas la même échelle que ce que Martin Raur fait. Mais en gros, ce qui est quand même passionnant avec la réappropriation du pisé maintenant, c'est qu'en fait, il y a pas tout à réinventer, mais il y a plein de choses à améliorer en fait. Parce que le béton s'est inspiré du pisé. Avec l'histoire des banches et tout ça. Mais maintenant, le pisé s'inspire aussi de tout ce que le béton a réfléchi, en fait. Ils ont réfléchi à des coffrages, ils ont réfléchi à enfin, tout ça, c'est tout des trucs réutilisés du béton, quoi. Les poutres, les étais, tout ça. Et là, en fait, la petite amélioration qu'on a fait sur ce projet-là, c'est que nous, on travaille dans le coffrage. On travaille pas en coulant depuis l'extérieur, comme dans le béton. Donc, ça veut dire que dans le coffrage, en fait, tous les éléments qui traversent le coffrage nous gênent. Donc, les tirants qui retiennent les 2 banches de chaque côté, ceux-là ils nous gênent en permanence. Et là sur ce chantier on s'est dit vas-y, on va essayer d'en mettre un en bas, un en haut, en mettant des poutres un peu plus costauds à la verticale, et comme ça tout le long on a le mur qui est complètement libre. Et c'était une petite victoire. Ça paraît pas comme ça, mais c'était un plaisir. Donc ça c'est aussi chaque projet. On teste des détails différents parce qu'on a des ingés différents, des contraintes différentes. Et là, c'était comment avoir une accroche entre la charpente et le pisé au niveau latéral, dans les mouvements latéraux. Donc on a juste inséré des bouts de chaîne en tête de mur pour qu'il y ait une sorte d'accroche, où la pièce de chaînage en bois est venue se visser dedans. Et pour les endroits les plus délicats où le pisé était soumis au plus d'efforts,
les ingénieurs nous ont demandé de mettre une platine pour que le linteau qui franchit appuie pas sur l'angle du pisé, mais appuie bien au centre du mur. Donc voilà, les 6 murs. Voilà, le projet est terminé. Ensuite, on a fait aussi un projet donc avec Régis Roudil, peut-être que vous connaissez, parce qu'il est du coin. Peut-être qu'il est là, je sais pas s'il est... Non, il devait peut-être venir ce soir. Bref, c'était pour l'Élysée, en fait, pour la présidence de la République, où en gros, il y avait une crèche pour les employés du président de la République qui était dans un bâtiment qu'ils ont, je crois, vendu, donc il fallait qu'ils construisent une nouvelle crèche. Et donc c'est Régis Roudil qui a gagné le projet et qui a dessiné un bâtiment tout en longueur dans le jardin du palais de l'Alma. Il fait le projet fait environ, je sais plus c'était combien, 10 mètres par 50 mètres à peu près. Et il y a les 2 ailes en fait sont en pisé, sans ouverture dedans, et ensuite entre c'est des portiques en bois. Et le pisé est porteur de 3 travées. Et là donc ça, je vous ai mis ces 2 détails là parce que ça c'était quelque chose d'assez central sur ce projet. On révolutionne rien du tout en faisant du pisé, hein. Ça se fait depuis très longtemps. Je suis très conscient que je change rien du tout. Pendant que je fais 20 mètres cubes de pisé, il y a 20 millions de mètres cubes de béton qui sont coulés. Mais bon. Mais c'est voilà, les petits combats qu'on a dans notre filière, c'est par exemple là, ce projet-là, à l'appel d'offres. Le détail qui était de l'appel d'offres, c'est celui de gauche. Celui qui est pas marron, quoi. Et en fait, quand j'ai vu ce détail-là, j'étais là, mais je veux bien le faire, ce projet-là, mais ce détail-là, il est horrible parce que on est dans zone sismique 0, enfin ça n'existe plus 0, quoi, c'est 1. Donc Paris, il y aura jamais de séisme. On est en rez-de-chaussée, il n'y a pas d'ouverture dans le mur. Le mur, il a des refends. Tu peux pas faire plus stable comme dessin. Là, on prend 0,0 risque. Et sauf qu'il y a des fondations en béton armé, un chaînage en béton armé, un tirant métallique qui était placé tous les, je sais plus, 3 mètres ou quelque chose comme ça. J'étais là, mais si je réalise ce mur tel quel, je vais faire un contre-exemple pour toute la filière où les ingénieurs structure, en fait, ils vont être perdus. Quand on va leur dire, on va faire du pisé en Rhône-Alpes, zone sismique 3, ils vont dire, attends, en zone sismique 1, en rez-de-chaussée, vous avez mis des tirants métalliques avec du béton armé, qu'est-ce que ça va être dans le zone sismique 3, quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment les enjeux qui sont super importants dans la construction en terre, je trouve, c'est de ne pas lâcher là-dessus. Et donc moi, dans l'appel d'offres, c'était ma condition. Je dis, je réponds à l'appel d'offres à la condition qu'on remette en question ce détail-là. Et en fait, comme bien sûr le client c'était présidence de la République, donc il voulait absolument faire un projet exemplaire. Donc je leur ai dit, bah si vous voulez faire un contre-exemple, c'est comme vous voulez. Mais je pense que c'est mieux de prendre conscience que en fait, ok, faire du pisé c'est très bien. Vous pourrez prendre des photos et montrer que vous avez fait du pisé. Mais par contre, ce détail-là, il faut le changer parce que toute la filière va vous en vouloir, quoi. Et en fait, ils ont été convaincus parce qu'ils ont accepté de payer une mission d'un bureau d'études supplémentaire pour montrer, on va dire, au bureau d'études de base que, en fait, il n'y avait pas besoin de ce tirant. Et il a fallu, franchement, la réunion, il a fallu 20 minutes quoi, de réunion et un calcul. Ils ont fait un calcul, ils se sont parlé entre bureaux d'études structure. Ils ont fait, ah ouais, il n'y a pas besoin, bah c'est bon, on les enlève. Et j'étais là, ok. Et du coup, j'ai senti qu'il y avait une petite fenêtre. Donc je me suis dit, la pièce en béton armé en haut, est-ce qu'on peut pas la remplacer par du bois? Ils ont fait, bah si. Je fais, bah ok. Bah on n'a qu'à faire ça alors. Mais bref. Donc voilà, au lieu des tirants, on n'a pas de tirant. Et au lieu du béton armé, on a juste une pièce de bois qui sert à répartir les charges en fait de la charpente. On a quand même les fondations en béton armé, mais là c'était pas mon rôle de rediscuter de ça. Voilà, ça c'est, je vous montre ça parce que c'est aussi le travail de piseur, c'est de concevoir des coffrages. Alors chaque piseur a sa technique sûrement. Moi en fait j'ai décidé d'acheter les coffrages au fur et à mesure. Petit à petit, dès qu'il manque quelques bancs, je les achète au lieu de les louer. Et comme ça, à chaque projet, en fait, j'ai mon SketchUp avec mes banches et je sais ce que j'ai et je conçois tout le processus du chantier avec mes banches, avec mes poutrelles, mes tirants et tout. Et c'est vraiment ce qui prend beaucoup de temps, beaucoup de stress.
parce qu'en fait, tasser de la terre, c'est quand même pas très compliqué. Mais réfléchir à tout le coffrage, ok, comment on va amener la terre, est-ce qu'on a accès par là, comment on va décoffrer, etc. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et l'autre chose importante, c'est aussi trouver la terre, quoi, la bonne terre. Donc ça, c'est tout le matériel qu'il a fallu pour faire ce chantier-là. Donc que j'ai amené de la Drôme et qu'on a amené sur le chantier. Donc ça, c'est une rue, là, le semi-remorque, il n'a sûrement pas le droit d'être là à la base, mais voilà, pour le chantier. Il y avait la police qui devait... on avait des horaires de livraison parce que c'était un bâtiment gouvernemental. Donc chaque colis qui rentrait, il y avait des chiens avec des démineurs qui vérifiaient chaque colis. Et on avait un portail de 2,50 m de large pour passer tout notre matos dans une mini-rue comme ça. C'est aussi des éléments, quand on est artisan, enfin, qui sont vraiment assez stressants dans l'organisation du chantier, quoi. Donc voilà, on était plein centre de Paris. En plein été, donc il n'y a plus tout l'été, quoi. C'est vrai en plus. Hein. Et je suis pas marseillais. Mais voilà, ce système avec les poutres et les tirants nous permet aussi de mettre des bâches au-dessus et de travailler un peu protégé de la pluie, parce que vous imaginez bien quand il pleut, le piser c'est un peu compliqué. D'ailleurs, il y a toujours des problèmes avec les orages à un moment donné, mais il y a eu par exemple une couche de pisé qu'on a dû tout regratter, renlever et refaire, parce qu'en fait le week-end on était parti et puis il y a eu un orage, du vent, de la pluie, la bâche s'est enlevée, il n'y a plus dans le coffrage. Enfin bref, des fois je me demande pourquoi je suis pas passionné par le béton. Ce serait plus simple. Donc là sur ce chantier-là, ce qui était compliqué, c'était d'amener la terre dans les coffrages, parce que le bureau d'études nous a refusé l'accès à la dalle en Manitou, parce qu'elle n'aurait pas résisté apparemment en Manitou. Bref. Donc on était tout au saut. Au début, j'avais loué une benne à béton. Je ne sais pas si vous voyez les bennes souvent qui sont levées à la grue et il y a une sorte de trappe pour verser le béton. J'avais loué ça au début pour tester en me disant ça va être plus rapide. On a mis la terre dedans, elle se coince direct. Du coup, on a dû improviser un peu au dernier moment. Et je vous raconte ça juste pour vous dire aussi que on en est un petit peu au balbutiement de la technique du pisé, on va dire actuelle. On est franchement en France, on doit être déjà, je pense, un des pays qui en fait le plus. Et on doit, enfin, je sais pas, les chiffres, c'est dur de dire des chiffres, mais je suis sûr qu'on doit être entre 15 et 20 entreprises qui pouvons réaliser du pisé porteur en bâtiment public. Donc c'est quand même assez marginal. Donc on est tous un peu dans nos coins à trouver des petites techniques. Sur chaque chantier, on s'améliore un petit peu. Mais c'est aussi ce qui est marrant. Donc là, ça c'est aussi, je vous montre ça, c'est un petit détail, comment fixer une menuiserie dans le pisé. On a décidé de mettre des bouts de chêne tassés dans la terre en forme de queue d'aronde. Comme ça, quand le menuisier vient se visser dedans, ça résiste un peu à la traction. Donc voilà, on en a mis plusieurs sur la hauteur. Ensuite ça, donc vous voyez aussi les détails de chaînage, où il y aura les pièces en chêne qui viennent au-dessus. On a fait des petits plots en ciment qui font je sais pas, 8 de profondeur, 20 par 20, dans lequel on est venu spitter la pièce en chêne, qui est posée sur un lit de mortier à la chaux. Parce que voilà, le pisé, quand on le finit, il est un peu comme ça, quoi. Et les lignes de chaux horizontales qu'on a mis chaque couche, toutes les 6 couches, je crois, et chaque couche dans les angles. Parce que c'est une cour où il faut imaginer qu'il y aura des enfants qui jouent au foot. Je me suis dit, les angles, il faut les renforcer. Donc voilà. Et ça, je vous montre ces détails-là parce que c'est les petits échecs, mais aussi qui permettent de se poser les bonnes questions. Je m'étais promis, même avant ce projet, de plus accepter les archis qui dessinent pas de débord de toiture sur le pisé, là, des couvertines de 2 cm. C'était le cas, mais j'ai demandé à Régis, est-ce qu'on peut pas faire 5 cm quand même? Donc on a fait 5 cm, mais en fait, j'avais jamais fait ce détail avec le boudin là, de zinc. Et en fait, on s'est rendu compte en chantier, quand les zingueurs sont intervenus, que ce boudin-là, en fait, fait que toute l'eau qui était sur l'accroterre, elle tourne et elle va sur le pisé, comme ça. Et donc, en fait, c'était vraiment un détail qui marchait pas du tout. J'ai dû remonter, refaire des retouches, c'est un peu la panique. Et donc, j'étais en direct avec le zingueur là-bas, où en fait, on testait un détail qui pouvait à la fois quand même plaire à l'archi, et moi faire que je dors tranquille, quoi. Donc on a fait des essais en fait avec une sorte de bavette
Je sais pas si vous la voyez, la petite bavette là qui est à gauche, qu'on calait sous le boudin. Et en gros, on a essayé des bavettes de 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm et on voyait où l'eau tombait en fait. Et à partir de 6 cm, elle tombait sur la dalle, elle tombait plus sur le pisé. Du coup, j'ai dit à Régis, c'est le minimum. Si on fait plus, je suis content. Si on fait 6, c'est le minimum pour que ce soit viable à long terme, quoi. Et donc, on a fait comme ça, quoi. Et donc maintenant, je suis un peu plus intransigeant sur les débords de toiture. Donc, s'il y en a qui ont des projets en pisé, n'hésitez pas à faire des débords de toiture. C'est pas très compliqué. Donc l'atelier Luma, elle vous a présenté, Aline, un petit peu le projet. Où pour moi ça c'était aussi un projet important parce que c'est passé de mon plus gros projet c'était 110 mètres carrés de pisé à Four, 110 je crois aussi ou 120 à la crèche de l'Alma, et là c'était 200 et quelques mètres carrés de pisé en intérieur, donc pas mal de confort parce que pas de pluie, pas de froid, etc. Mais par contre, un accès difficile. Donc réfléchir à comment on va amener la terre dans le coffrage. Donc ça, c'était un peu le défi. Donc voilà, les murs en pisé. Je suis pas très fort j'ai pas des belles images qui parlent bien, mais en gros, pour vous donner une échelle, les murs ils font 4,50 m de haut. Et voilà, je sais plus l'atrium combien il faisait. Je sais plus 20 par 20, non un peu moins, peut-être 15 par 15. Donc là aussi, pareil, comment on va réfléchir au coffrage, à la coactivité avec les autres entreprises, pas se gêner, pouvoir amener la terre dedans. Donc voilà la halle. Et donc on pouvait pas avoir de grue. Donc là, pour ce chantier-là, je me suis amusé avec les collègues à imaginer une benne qui puisse nous permettre d'aller plus vite, plus efficace, et pas de porter des seaux comme à Paris, quoi. À Paris, on se portait des seaux comme ça, là. Parce que si on parle très rapidement de mécanisation, d'outils, d'industrialisation, c'est des mots qui sont quand même importants, je trouve, dans les filières, et en tant qu'archi, à se les approprier, à comprendre c'est quoi les enjeux qu'il y a derrière. Parce qu'il y a des outils, je pense qu'il y a des outils qui servent, et il y a des outils qui desservent l'homme. Et en fait, il y a une frontière qui est un peu sensible à voir quel outil est plutôt bénéfique ou négatif. Mais je dirais que l'industrialisation, c'est quand même autre chose que la mécanisation. L'industrialisation, c'est quand même fabriquer des métiers qui sont vraiment pas très humains, quoi. Moi, quand j'ai travaillé chez Martin Rauch, en fait, c'était mon idole, c'était le métier de rêve pour moi, le truc de rêve. Au bout de 2 mois, j'avais envie de partir parce qu'en fait, tu fais que tout le temps la même chose. Tu décoffres, tu coffres, tu tasses, tu décoffres, tu tasses, tu tasses. T'es dans une halle, toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Et je me dis que en tant qu'archi, toutes les techniques qu'on met en œuvre, il y a quand même des humains derrière, quoi. Donc faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on met en œuvre. Si on met en œuvre des techniques industrielles, on crée des métiers comme ça. Et en fait, on a quand même un peu de pouvoir en tant qu'archi. On n'en a pas beaucoup, mais on a quand même un peu de pouvoir c'était l'archi allemande chez qui j'ai travaillé qui avait dit ça à une conférence, et je trouvais ça assez frappant. En fait, quand même, nous, en tant qu'archi, il y a quelqu'un qui vient, il dit j'ai 500 000 €, je veux ce programme-là. Et en fait, nous, les choix qu'on va faire, ces 500 000 €, on décide à qui ils vont. Est-ce qu'ils vont à des artisans qui ont un savoir-faire, qui travaillent entre potes, qui ont ou est-ce qu'on travaille avec des gens qui sont sous-traitants de sous-traitants de sous-traitants, où ces 500 000 € en fait ils vont être captés par une personne ou 2 personnes, et créer des métiers en fait où on fait même pas appel à l'intelligence de celui qui est en train de le mettre en œuvre. Et en fait ça, faut quand même qu'on en soit conscient, parce que en plus les écoles d'archi nous ont pas beaucoup parlé de la terre, de la pierre et du bois, mais elles ont pas non plus parlé de notre rôle politique, quoi. Et je trouve qu'on a un rôle quand même assez important politiquement. Et je trouve qu'on est, je sais pas vous, mais moi pendant l'école d'archi, j'étais pas du tout engagé politiquement. J'étais engagé conceptuellement ou artistiquement ou je sais pas quoi, mais j'étais pas du tout engagé politiquement, alors que au lycée j'étais le premier à faire les grèves, les machins, et je sais pas, pourquoi il y a cette coupure là en fait. C'est comme si on n'avait aucun rôle politique alors qu'on a un rôle politique, et j'imagine que avec toutes les questions environnementales, on se rend de plus en plus compte de notre rôle aussi là-dedans.
Bref, c'était un petit aparté, mais... donc voilà, la benne, ce que je disais, c'est que voilà, on a inventé une petite benne pour améliorer notre confort. Là, c'est la mécanisation utile, je dirais, qui nous a soulagé le dos, quoi. On s'est soulagé le dos en utilisant cette benne. Donc qu'on a dessiné et qu'on a fait fabriquer au serrurier d'à côté de chez moi et on a testé. Enfin, c'est assez agréable. Comme moment, quoi, tu dessines une pièce et hop, ça marche, t'ouvres, bam, la terre elle tombe, c'est des petits plaisirs, quoi. Donc voilà, ça c'est la première étape. Une petite info comme ça, c'est le pisé, on peut pas construire les 4,50 m d'un coup. Parce qu'en fait, quand on le met en œuvre, il est humide, donc il n'a pas toute sa résistance en compression. Donc ça veut dire que si je fais 5 mètres de pisé d'un coup, j'ouvre le coffrage, en fait la terre d'en bas qui porte toute la terre de dessus, elle n'a pas la force de porter tout ça, donc elle peut s'écrouler. Donc souvent on fait des étapes. Là par exemple, on a fait 3 mètres, on a attendu 2 mois, et on a fait le mètre 50 qui manquait. Après tout ça c'est un peu empirique. J'ai pas le pôle recherche et développement pour faire les tests de est-ce que c'est au bout de 1 mois, au bout de 3 semaines, au bout de 1 mois et 1 semaine, j'en sais rien. Mais voilà, vaut mieux prendre le temps de faire correctement les choses parce que les murs qu'on fait, on les fait pour 100, 200, enfin on les fait pour longtemps, quoi. Donc voilà. Il faisait 60 cm au rez-de-chaussée les murs et il s'affinait à l'étage pour permettre aussi de mettre une muraillère qui portait le solivage. Donc voilà, les coffrages à l'étage de la deuxième étape. Là on voit le pisé sec au rez-de-chaussée et le pisé humide à l'étage, donc qui n'a pas encore séché. Voilà, le pisé fini. Et voilà, le pisé était blanc. Alors le truc qui me fait peur dans ce projet, c'est que tous les archis veuillent du pisé blanc après. Mais en fait, c'est dans le coin là-bas. En fait, les archis, ils voulaient absolument qu'on fasse du pisé de réemploi. Donc, on n'a pas pris de la terre comme je fais sur les autres projets où on prend de la terre d'excavation ou de la terre de carrière. Là, c'est des déchets de recyclerie, donc une sorte de béton concassé. Dedans, il y avait du carrelage. Des fois, il y avait des capsules de bière. Bref, ça, c'était les agrégats. Et ensuite, pour agglomérer tout ça, il a fallu mettre de l'argile. Et donc, on a fait un mélange. Donc là, j'ai accepté des choses que j'accepte pas d'habitude. On a fait venir de l'argile d'un peu plus loin que d'habitude. Il y avait une partie d'argile. Non, l'argile venait de la Dordogne, je crois. Mais elle représentait 5% du mélange. En gros, 95% de béton concassé, on va dire recyclé, et 5% d'argile. Donc voilà. Et je finis juste par ce projet, parce que là, sur ce projet-là, je suis archi, parce que c'est ma maison. Et avec ma copine qui est aussi archi. Et en fait, là, c'est aussi tout ça venait aussi d'une envie depuis longtemps, depuis la Turquie, la frustration aussi de pas réussir à faire un projet où il y a pas un autre archi qui apporte lui ses contraintes, un client qui apporte toutes ses peurs aussi. Il y a quand même pas mal de peurs autour de la construction en terre. Soit on a peur parce qu'on se dit ça tient pas, dès que je vais passer ma main ça va s'effriter, je vais passer mon temps à ramasser du sable par terre. Il y a plein d'imaginaires en fait. Il y a aussi plein de gens qui se disent ah non ça c'est pour les hippies. Dans d'autres pays, par exemple Turquie, il y en a qui disent non ça c'est pas pour moi, c'est pour les pauvres. Et donc il y a plein d'imaginaires que le mot terre véhicule. Et en fait je me suis rendu compte que c'est pas en parlant qu'on va les enlever, en fait, c'est en faisant des exemples, quoi. On construit, plus ça va parler à des gens. Et on perd beaucoup moins d'énergie à montrer un chantier qu'à essayer de dire mais si, il faut qu'on s'enterre, c'est bien. Donc voilà. Donc là, c'était l'occasion. Et aussi en tant qu'archi, j'imagine que vous vous posez tous ces questions-là. J'avoue que j'ai presque plus trop envie, de moins en moins envie de construire neuf, parce que en fait, moi j'habite dans on va dire un grand village. Il y a 8000 habitants à Cray dans la Drôme. Et en fait, le centre-bourg, il est pas vide, mais il y a quand même pas mal de logements vides, quoi. Donc ça fait un peu mal au cœur de construire neuf quand il y a tout qui est vide. Du coup, nous, on a acheté, on va dire, une parcelle que je pense pas grand monde, à part des archis, voulait. Ça fait 3,50 m de large par 24 mètres de long entre deux murs. Donc il y avait pas de lumière.
Et ça a été inhabité depuis au moins 100-150 ans. En fait, il y avait au rez-de-chaussée, c'est une maison de ville qui est dans la rue principale. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, au rez-de-chaussée, il y a eu des commerces qui se sont succédés. Le dernier, c'était un coiffeur. Et aux étages, il n'y a jamais vraiment rien eu. En fait, c'était des planchers. Il y avait quelques cloisons, mais il n'y avait ni électricité, ni eau. Il y avait tout à refaire. On a vraiment tout refait. On a enlevé la toiture, enlevé les planchers, enlevé la dalle du rez-de-chaussée. Et on a gardé que la façade que vous voyez là. On a tout enlevé derrière. Il y avait de l'amiante au fond, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Mais bon, c'était l'occasion de vraiment expérimenter comment, en fait, j'ai l'impression que les archis, on est utile. On se pose des fois, on se demande est-ce qu'on est vraiment utile. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent mais est-ce que vous êtes vraiment utile ? Et en fait, nous-mêmes, on se dit mais en fait, c'est vrai que je sais pas si je suis vraiment utile. Et en fait, si. Je pense qu'en fait, on est utile pour plein de choses, et notamment dans la rénovation, parce qu'en fait, c'est aussi notre passion d'arriver dans des endroits et de se dire ah mais là on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, là on pourrait amener la lumière comme ça. Et en fait, on se rend pas compte, mais on a quand même appris plein de choses aussi pendant l'école d'archi. En fait d'imaginer des espaces dans des endroits où plein de gens en fait s'imaginent pas forcément des espaces. Et après, il y a plein d'autres choses où je me rends compte maintenant avec le projet que je suis en train de faire que on a quand même pas mal de rôles de tenir un budget, etc. Donc voilà. Donc les plans, je sais pas s'ils sont très clairs, parce qu'ils sont un peu en petit. C'est une maison donc qui est sur 3 niveaux côté rue, 4 niveaux côté cour. Donc là sur votre droite, en fait, il y avait un bâtiment qui allait jusqu'au fond avec une toiture amiantée jusqu'au fond. Ça, on l'a enlevé pour amener de la lumière dans une maison, on va dire un peu plus petite, et avoir un extérieur. Au rez-de-chaussée, en fait, de base en haut, bien sûr, il y a du pisé. Donc on a fait un mur en pisé central qui porte l'escalier et un plan incliné en fait de chaque côté. En gros, l'idée c'est qu'on monte en tournant autour du mur en pisé. Ce mur en pisé, il ramène de l'inertie. On a tout isolé en gros en chanvre par l'intérieur. Chanvre argile principalement, chaud chanvre côté rue et prompt chanvre dans le sature en bois. Les 2 murs en pierre qu'on a démolis ont permis de faire les fondations du mur en pisé. Le mur en pisé, en gros, il fait à peu près 12 mètres de haut et il fait 1 mètre au rez-de-chaussée et il finit à 40 cm. À chaque étage, il se réduit. Le 1 mètre vient, pas que pour des raisons structurelles, mais quand même, il y a une logique structurelle, de s'amincir plus on monte. Mais c'est aussi parce qu'en fait, on en a profité pour en faire le boisseau. On a mis une cheminée dans le mur en pisé au rez-de-chaussée et le mur en pisé, il y a la fumée qui passe dedans jusqu'en haut, quoi. Et c'est le seul système de chauffage de la maison, sauf pour le bureau qui est au rez-de-chaussée, qui, lui, en fait, la chaleur, elle monte direct, elle va pas dans le bureau, quoi. Donc là, on a juste prévu des radiateurs d'appoint si besoin. Donc voilà la structure, la toiture existante. Donc le sud, c'est côté rue, c'est à gauche. Le nord, l'autre côté. Et le pan de toiture nord, on l'a surélevé. Il était 2 mètres plus bas. Il était aligné avec l'autre, là. On l'a surélevé pour avoir une entrée de lumière sud en toiture. Et le mur central qui porte les escaliers et les plans inclinés. En fait, il y a des demi-niveaux qui venaient du fait que à l'entrée, il y a 3,80 m sous plafond parce que c'était une vitrine. Et on n'a pas besoin de 3,80 m dans une maison. Donc on a rebaissé côté nord. Et ça nous permettait aussi, parce que le sujet principal, c'était comment on monte dans une maison qui fait 12 mètres de haut. Tous les jours, tu dois monter, descendre, pour que ce soit pas si... pour que ce soit quand même agréable à parcourir, quoi. Donc tu montes une grande volée d'escalier et ainsi c'est que des petites volées d'escalier. Donc voilà. Et le mur en pisé, on l'a mis dans le sens longitudinal pour garder le côté traversant en fait des espaces. Et l'idée de la structure, parce qu'on devait refaire les planchers, c'est qu'en fait on a fait un plancher à la française vu qu'on avait que 3,50 m à franchir. Je sais pas si vous connaissez le détail du plancher à la française, il y en a sûrement à Marseille, il y en a beaucoup à Lyon, à Croix-Rousse. C'est un plein pour un vide. En gros, tu as des solives qui font, là, dans ce cas-là, elles font 13-13, 13 de plein, 13 de vide, 13 de plein, 13 de vide. Elles ont une section carrée. Et vous verrez un peu plus tard, quand je vais parler aussi de la filière bois qu'on a développée qu'on a développé pour ce projet, pourquoi elles sont carrées. Donc voilà, ça c'est la structure qu'on a construit. Il y a un pan de bois à l'ouest
parce qu'en fait, on s'est rendu compte en cours de chantier que le mur entre les deux n'était pas porteur. Donc, on a dû construire notre propre mur porteur. Voilà, donc ça c'est l'ossature bois, les fondations en béton cyclopéen, je sais pas si vous voyez ce que c'est, en gros c'est des fondations en pierre et en chaux quoi. Et là-dedans, il fallait faire un coffrage. Première étape, 1 mois de séchage, deuxième étape, 1 mois de séchage, troisième étape, 1 mois de séchage. Et dernière étape qui était sous la toiture. Donc là, je l'ai fait en préfabriqué parce que je pouvais plus tasser vu qu'il y avait la toiture qui me gênait. Donc j'ai préfabriqué des petits éléments manuportables qui faisaient genre 70 kg, qui faisaient 7 cm d'épaisseur, peut-être par 60, on va dire 50 par 60, quelque chose comme ça, qu'on a maçonné et retouché. Et on voit la cheminée qui passe du coup à travers tout ça. Ça, c'est des petites photos avant-après, mais c'est aussi parce que je les trouve parlantes, pas pour dire c'est mieux à droite, c'est juste qu'à gauche, c'est vraiment la tenue qu'on a dû mettre pour démolir. Et en tant qu'archi, j'ai pas du tout envie que dans, je sais pas, 200 ans, quelqu'un ait besoin de mettre une tenue comme ça pour démolir ce qu'on a construit. Il y a un truc qui va pas. C'est qu'en fait, il y avait de l'amiante, de la colle de partout. Et en fait, il faut aussi penser à ça, quoi, dans toute l'architecture que vous faites. La laine de verre, la laine de roche, je pense qu'un jour ou l'autre, ils vont se pencher dessus et dire il faudra peut-être mettre des combinaisons comme ça pour les enlever, quoi. Le polystyrène, tout ça, enfin bref. Et la dalle en béton, gros sujet aussi. C'est quand même pratique une dalle en béton qu'on est sur le chantier. Mais en fait, dans la rénovation, je pense que c'est quand même pas du tout adapté. Parce que pour la petite anecdote, quand on a dû casser la dalle en béton, on a fait trembler tout le quartier. Mais on n'y peut rien, il faut la casser cette dalle en béton. Donc parce qu'il fallait faire passer des réseaux de pluie, des réseaux d'assainissement et tout. Et en fait, c'est pas adapté pour quoi. C'est vraiment, tu te rends compte quand tu dois le casser à quel point c'est beaucoup plus résistant que ce qu'on lui demande. En fait, dans une maison, t'as pas besoin de te faire atterrir un avion, quoi. C'est vraiment trop résistant. Et parce qu'on a dû faire venir un brise-roche pour le casser, alors que les deux murs en pierre qui avaient 200 ans, qui ont tenu 200 ans, donc ça veut dire qu'ils sont durables. À la main, je pouvais enlever les cailloux comme ça. Le mortier, c'était presque du sable, quoi. Et je me dis, il y a quand même un truc qui est disproportionné dans les dalles en béton. Donc voilà, les étages à gauche. Voilà. Encore l'état actuel, l'état à gauche. Le chantier est un peu plus avancé que ça, là, c'est des vieilles photos. On n'y est pas encore dedans, on y sera en mai, mais voilà. Et le chantier Pisé, on en a profité pour le faire entre copains de l'école d'archi, qui en ont marre du bureau et qui venaient une semaine nous aider sur le chantier. Donc voilà le couloir. Et les premiers solivages posés en haut. Et en fait, ce chantier-là, moi, je m'en suis servi aussi comme un chantier école, parce que, je sais pas quelle confiance en vous avez quand vous abordez un projet, mais en fait, on nous demande quand même de connaître beaucoup de choses, mais on peut pas connaître tout, quoi. Dans un projet, il y a de l'électricité, de la plomberie, du gros œuvre, de la charpente. Il y a quand même plein de choses à connaître. Et moi, je me suis dit, je vais me servir de ce projet-là pour participer à tous les lots, presque tous les lots, et apprendre pour que quand je conçois une maison pour quelqu'un, j'ai un peu une idée de ce que je dessine, quoi. Et donc moi, j'ai négocié avec les artisans qui sont intervenus pour que je sois leur main d'œuvre sur les lots que je pouvais pas maîtriser moi. J'ai fait le pisé, on a fait plein de trucs nous-mêmes. On fait principalement beaucoup de choses nous-mêmes, mais la charpente, le solivage, tout ça, c'est pas nous. Enfin, on y était, mais... Donc voilà, donc le pisé. Un linteau béton pour porter par-dessus la cheminée. Ça, c'est les plans inclinés avec un détail de queue d'aronde dans le pisé, de queue d'aronde en bois qui permettent... Parce que le pisé porte le plancher, mais le plancher permet aussi de tenir le pisé au droite-gauche, quoi. Donc là, dans l'atelier, c'est la préfabrication des petits éléments dont je vous parlais qui vont tout en haut, qui font 7 cm d'épaisseur. Voilà, c'est un peu un placo pisé. Voilà, qu'on assemble, qu'on maçonne, et ensuite on retouche les joints. Et voilà, c'est les 2 derniers mètres là en haut, c'est des éléments préfabriqués. On voit presque plus les joints, mais on les voit quand même un petit peu. Ensuite, c'était aussi l'occasion de faire des sols en pisé, parce que je me suis dit, si jamais dans mon coin il y a des gens qui veulent faire un sol en pisé, je vais leur montrer à quoi ça ressemble. Et aussi parce que quand on construit en terre,
En fait, moi, je suis presque exagérément négatif pour faire le tri des gens qui viennent me demander des murs en terre ou des sols en terre. Je leur dis c'est super fragile, les angles ils vont se casser, il va y avoir des pocs, il va y avoir des machins, pour qu'ils le choisissent en se disant je sais pourquoi je choisis ça, je le choisis juste pas parce que j'ai vu une photo sur Instagram, je le choisis parce que j'ai l'impression que ça fait sens et que je le veux vraiment. Donc s'il y a un POC, je m'en fous. Les enjeux pour lesquels j'ai choisi de construire en terre, ils dépassent largement le fait qu'un angle se casse de mon mur. Donc on s'est dit chez nous on va mettre un sol en terre, on va faire des choses un peu que je suis pas trop censé faire. Je fais le sol en terre dans la cuisine, dans l'entrée, et on va voir comment ça vieillit, ça s'abîme. Et si quelqu'un veut un sol en pisé, il va venir chez nous. Je dis bah voilà c'est abîmé comme ci, comme ça, comme ça. Nous ça nous va, on arrive à vivre bien dedans. Est-ce que vous ça vous va? Et ben si ça vous va c'est bon. Et si ça vous va pas, bah au moins comme ça on n'aura pas perdu de temps. Parce qu'en fait voilà moi c'est quand même beaucoup d'efforts de construire en terre, on doit quand même un petit peu se battre des fois. C'est pas pour qu'on m'appelle toutes les 5 minutes en disant ah j'ai mon angle qui s'est un peu abîmé quoi. Donc voilà. Donc le sol en terre, on a essayé de le faire aussi à l'étage, d'où la forêt d'étai qui est dessous pour parce qu'on a tassé en gros la plaque vibrante. Voilà, donc on met juste de la terre. En fait, le détail là, c'est donc du bois, des planches en bois et 7 cm de terre dessus. On a pré-tassé à la main et ensuite on tassait à la plaque vibrante. Là, pareil, des potes de l'école d'archi et des potes du coin qui nous ont aidés. Et on a aussi fait donc le plan incliné. Donc on voit l'escalier plan incliné. Sur le plan incliné, on a fait des padanes. On les a tentés aussi en pisé. Donc voilà. Donc c'est la même terre que le mur central. Tout le sol là c'est la même terre que le mur central et tous les murs périphériques c'est du chaux chanvre ou argile chanvre pardon avec un corps d'enduit à l'argile. Et là j'ai pas de photo mais il y a 2 semaines on a fait l'enduit de finition à l'argile aussi. Donc c'est principalement tout en argile et en terre et en bois quoi. Et je finis juste par donc sur ce chantier là ça m'a permis aussi de m'intéresser à autre chose que de la terre. Donc le bois, t'en parlais Aline tout à l'heure, je sais pas où elle est. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que en fait, il y a bois et bois quoi. C'est comme dans l'agriculture. Il y a du blé du paysan du coin qui met pas de pesticides et il y a du blé à perte de vue avec des pesticides et des énormes machines à 3 millions d'euros. Dans le bois c'est pareil, il y a de la sylviculture intensive, il y a des forêts où il n'y a pas beaucoup de vie dedans, et donc en fait je me suis dit attends, il doit y avoir aussi moyen de ne pas financer cette filière là quoi. C'est pas si facile que ça parce qu'en gros moi j'ai demandé à un ami qui est architecte et charpentier maintenant et en fait je lui ai dit dis-moi toi, tu connais ta filière bois, explique-moi qu'est-ce qui te paraît faire sens, pas sens. Il m'expliquait il faut du bois qui vient pas d'une sylviculture intensive, il faut le couper hors sève, il faut, je sais pas si vous connaissez ce genre de terme. À la bonne lune, ça c'est on va dire le petit bonus. Il faut essayer de faire travailler des gens qui ont du savoir-faire et pas des scieries qui ont investi dans des machines qui peuvent prendre que des arbres de 50 cm de diamètre. Et en fait, trouver une essence locale aussi. Et donc tous ces critères-là, je me dis, ok, c'est l'occasion unique de me pencher là-dessus. Ça se trouve, il y a déjà une filière existante. Je vais appeler les scieurs. Donc j'appelle les scieurs. Le bois en fait qu'on a dans la Drôme, nous, qui était traditionnellement utilisé pour porter, c'était le peuplier. Il n'y a pas toutes les essences qui sont structurelles. On ne fait pas des charpentes en hêtre. Donc le peuplier, c'était le bois utilisé. Donc je me suis dit, à quoi ça sert d'aller chercher dans le Vercors ou dans les Alpes ou ailleurs du bois si on a du peuplier dans le coin. Effectivement, on en a dans le coin. Donc j'avais comme mission de trouver du peuplier. J'ai un scieur mobile qui est dans le Tarn qui m'a aussi indiqué quel genre d'essence de peuplier, parce que le peuplier a été hybridé par l'industrie pour être mieux déroulé, pour faire du contreplaqué, des boîtes à camembert, des cagettes et autres. Et du coup, il m'a dit il faut du peuplier d'Italie ou du peuplier carolin parce que c'est des essences anciennes, etc. J'étais ok, ça fait beaucoup de contraintes. Donc j'appelais les scieurs et je leur disais j'aimerais bien faire du solivage en peuplier d'Italie, peuplier carolin, coupé hors sève. Mais il y en a, ils m'ont raccroché, raccroché direct. Il y en a qui me disaient ouais, mon grand-père il travaillait comme ça, c'était bien, mais moi j'ai pas le temps. On me demande du bois, je vais couper du bois. J'ai ok.
Et donc j'ai fait une enquête de Sherlock Holmes pendant 3 mois. J'ai un fichier Excel grand comme ça avec auquel lui veut pas, il veut peut-être, lui connaît peut-être quelqu'un qui a des peupliers, etc. Pour à la fin trouver un paysan dont le grand-père avait planté des peupliers, qui étaient peut-être des peupliers carolins. J'ai fait bouge pas, j'arrive. Et du coup, je suis allé sur place et c'était parfait, quoi. Ils étaient gros comme ça. Il allait les abattre à un moment donné parce que les peupliers, quand ils sont trop vieux, ils tombent avec le vent. Et en fait, lui, il allait les vendre pour le déchiquetage. Et en fait, il y a beaucoup de bois qui pourrait être utilisé pendant 200 ans en charpente qui partent direct en déchiquetage. Et c'est quand même triste comme fin de vie pour un bois qui pourrait durer 200 ans comme Solivage, quoi. Et du coup, je lui ai acheté les arbres vivants, enfin sur pied, quoi. On a fait venir un élagueur. Et ça, c'était aussi toute une histoire parce que j'étais là, d'habitude on achète du bois, le bois il arrive, on construit avec, quoi. Là, il faut tout reconstituer, toute la filière. Et j'étais là, comment on abat un arbre? Qui abat un arbre? C'est quoi ce métier, quoi? Et en fait, c'est des élagueurs qui font ça. Du coup, j'ai contacté des boîtes d'élagage et ils sont venus, ouais, ça va être compliqué, ça va coûter 7 000 €, il va falloir faire venir une grue pour tirer l'arbre pour pas qu'il tombe dans le champ, etc. J'étais là, putain, ça va coûter trop cher de faire ça. Et en fait, à une soirée, j'ai rencontré un gars qui me dit, je suis élagueur. Je fais, ah, et tu peux abattre des arbres? Il fait, bah oui. Et il est venu tout seul avec trois tronçonneuses, du matos pour grimper à l'arbre. Et tout seul, en 3 jours, il a, pour 120 € l'arbre, il a abattu l'arbre. Et on a abattu 11 arbres. J'avais calculé 14 en volume, mais en fait, grâce au scieur, parce qu'après, il faut aussi débarder le bois. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'il a abattu, le sortir du champ et l'amener en bord de route et l'emmener chez le scieur. Et en fait, on a trouvé des scieurs qui étaient à 8 km. Donc, le bois, je passe à la suivante. En gros, le chantier, il est tout en bas, là, à Cray. Et tout en haut, le point rouge tout en haut, c'est les 11 peupliers dans le champ. Et le deuxième point rouge, entre les deux, c'est les scieurs qu'on a trouvés, qui étaient géniaux. C'est des scieurs qui sont aussi paysans. Et en fait, ils sont venus pendant qu'on abattait les arbres. Et en fait, ils regardaient chaque grume qu'on abattait. Et ils disaient, là, je sors, 8 solives, 30 planches. Et donc on était 8 solives, 30 planches, et on prenait un peu de marge. Et en fait, en faisant ça au fur et à mesure, ça nous a permis de dire, ah bah c'est bon, en fait, 11 arbres, ça suffit, on n'a pas besoin de 14 arbres. Et ensuite, on les a emmenés chez eux. Donc voilà, ça c'est les 11 peupliers. Ça c'est la haie de peupliers où il y avait, une centaine de peupliers. On a choisi les plus vieux. Ça c'est les lagueurs. C'est un travail de fou. Enfin, vraiment, il faut pas avoir peur, quoi. Et c'est assez impressionnant, Aline, elle le disait aussi, de voir un arbre tomber. Enfin, il faisait 35 mètres de haut, les arbres. Donc ça c'est Bruno, un des 2 scieurs, et au fond on voit Gérard, l'autre scieur, avec Rémi l'élagueur. Donc les arbres. Donc on les débarde et on les emmène chez le scieur. On voit la taille des grumes. Alors ça a pas mal d'importance parce qu'en fait on a essayé, il y a plein de notions que j'avais pas et je me suis dit, putain, je suis architecte, je suis censé les savoir ça, mais en fait on sait pas grand chose, on apprend quand même pas mal sur le tas en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir des pièces de bois hors cœur, hors aubier, couper du bois hors sève, tous ces trucs là en fait je l'ai découvert sur ce chantier là, peut-être que vous l'avez déjà entendu, je sais pas, mais c'est des choses qui apparemment sont basiques en fait pour les charpentiers. Mais que nous, apparemment, c'était pas la base, quoi, en architecture. Donc voilà. Donc on a fait toutes les pièces principales porteuses hors cœur et hors aubier, donc c'est-à-dire pas dans le cœur et pas dans l'aubier qui est autour de l'arbre, parce que l'aubier c'est là où il y a de la nourriture pour les bestioles, et hors cœur le cœur c'est là où ça fend, où ça travaille le plus. Donc en gros on a mis toutes les pièces porteuses autour du cœur et pas dans l'aubier, et dans l'aubier, dans le découvert, enfin on a fait toutes les planches. Donc voilà, ça aussi c'était l'émotion de voir, parce qu'on a choisi un bois sans savoir à quoi il ressemblait, quoi. Et quand tu coupes le premier arbre, c'est aussi assez beau, quoi, de voir ça. Donc voilà, première solive, les solives, les planches. Et ensuite, on l'a amené à mon atelier. Et ça, c'est donc Axel, qui est mon pote archi et charpentier, qui est venu. Et on a fait une sorte de troc où, en gros, il était payé 3 jours sur 5 et 2 jours sur 5 où moi, je lui dois pour ses chantiers. S'il veut du pisé, je viendrai faire du pisé. C'est de l'échange comme ça, quoi. Donc voilà. Et là, il vient en fait tailler toutes les...
tous les assemblages bois. En gros, vous allez voir peut-être. Donc ça, c'est les mortaises. Donc ça nous parle quand même un peu Tenon mortaise, je pense. C'est des mortaises en queue d'aronde. Ça, c'est la forme, quoi. Et ça, c'est les 2 muraillères qui avaient toutes les mortaises. Et ensuite, les solives, à chaque bout, avaient un tenon. Donc sur le chantier, moi, j'ai fait des petits empochements parce que les galets, en fait, ça tombait jamais pile dans une des goupilles qu'on allait mettre. Donc voilà, les goupilles en métal qui tiennent en fond de queue d'aronde la muraillère. Donc voilà, ça, c'est le côté pan de bois, ça pose sur le bois. Côté mur en pierre, ça pose sur des tiges en métal qu'on a scellées dans le mur en pierre. Et les solives, en fait, c'était simple, quoi. On avait 2 échelles, on les porte et hop, elles se rentrent dans les mortaises, quoi. Donc on voit le détail du tenon. Et voilà, le premier solivage. Et ensuite, le plancher à la française a la particularité d'être tellement peu espacé entre les solives que tu peux mettre les planches dans le même sens. D'habitude, les planches, tu les mets dans l'autre sens, à la perpendiculaire. Là, on les a mis dans le même sens, ce qui fait qu'en fait, de dessous, tu vois aucun joint de planche. Et aussi, ça permettait de charger, par exemple, les planchers en déchets de chantier pour l'acoustique ou pour aussi juste avoir du remblai, sans que la poussière tombe à l'étage en dessous. Elle tombe sur le dessus de la solive. Et nous, comme on a fait un sol en terre par-dessus, c'était pratique. Donc voilà. Le plan incliné. Donc là, les pièces de bois qui reposent sur le pisé, avec les assemblages. Et ça, c'est la dernière photo, j'arrête là. C'est juste... cette photo-là, pour moi, elle est parlante aussi quand on fait des choix de construire un tout petit peu différemment de ce que l'industrie voudrait qu'on fasse. En fait, c'est juste que du plaisir. Tu rencontres des artisans, le paysan là qui est assis, qui nous a vendu les arbres, qui est un peu halluciné de ce qu'on en a fait. Quand il a vu, il a dit j'aurais dû les vendre plus cher. Après, il y a le scieur, moi je vous incite juste, si vous hésitez de temps en temps, il y a un peu la facilité. Mais il y a un petit peu, ok, là je vais être moins payé, mais potentiellement je vais faire intervenir des artisans qui ont le savoir-faire, je vais prendre le temps d'aller chercher les arbres, d'aller chercher... Mais en fait, vous allez être gagnant à 4000%. Par contre, c'est sûr que vous allez être moins bien payé. Ça, c'est sûr. Si on veut faire ces choix-là, en fait, il y a d'autres choix qu'on doit faire. Par exemple, moi j'ai des potes ingés, là il y en a une qui est assise à la table. Elle bossait dans un bureau d'études qui faisait des façades en verre. En fait, t'as pas le même salaire si tu veux faire de la paille, de la terre. Et faut arbitrer quoi entre les choix qu'on veut faire et le choix de vie et les choix qu'on veut faire sur le chantier. Mais en tout cas, il y a plutôt du positif à faire certains choix. Merci.